Étranger. Ici tu seras bien si tu y restes. Ici, le souverain bien est le plaisir. Inscription que l'on pouvait lire à Athènes, à l'entrée du jardin d'Épicure. Bienvenue dans le jardin, cet espace ouvert et accueillant où l'on aime à se retrouver entre amis. Le jardin est un podcast qui explore la création littéraire en s'intéressant d'abord et avant tout au quotidien, à la pratique, à la vie des autrices et des auteurs. Vous êtes prêts ? Donnons tout de suite la parole à notre invité. Je pense que ce marché où vivaient les gens un petit peu presque sur une sorte de monde un peu autonome suscite de la nostalgie aussi chez celles et ceux qui y ont vécu, et donc forcément comme monde qui n'existe plus, il y a ce côté un peu monde des merveilles où tout était possible, et ce que permet d'aborder le réalisme magique. Le pavillon Vivoine par exemple, on en a déjà entendu parler, on l'a pas forcément lu. En fait c'est un peu le cas aussi pour les Chinois, qui n'ont pas forcément lu le texte dans son intégralité, mais pour lesquels l'histoire, peut-être certaines phrases, certains motifs résistent encore, sont encore là, et donc elle joue pas mal là-dessus, c'est-à-dire en essayant de faire une sorte de mélange un peu hybride entre ce qui appartient à l'imaginaire collectif, traditionnel, et en faisant des récits plus contemporains. Ce qu'on peut généralement regrouper sous l'idée de queer, c'est précisément alors pour une littérature queer, une littérature qui réfléchit à la question de la correspondance ou pas de l'organique et du social, c'est-à-dire entre la différence entre le sexe biologique et le genre, par exemple. En disant, on va essayer de surprendre un petit peu, on veut proposer un récit original, taïwanais certes, mais dont la valeur ne se résume pas au simple fait qu'il a été écrit par un Taïwanais à Taïwan, mais qui peut aussi faire écho à nos existences contemporaines. Bonjour Gwenaël Gaffry. Bonjour à toutes et tous. Alors je suis très content de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes traducteur littéraire et docteur en études chinoises et vous enseignez notamment donc à l'université de Lyon 3 Jean Moulin. Mais si on se rencontre aujourd'hui dans le podcast Le Jardin, qui est un podcast littéraire, c'est bien sûr parce que vous êtes traducteur du chinois et notamment chez un éditeur qui s'appelle l'Asiatech, alors un éditeur spécialisé au départ dans les langues, mais de plus en plus dans la littérature, et notamment bien sûr dans les littératures chinoises. Alors ma première question, c'était quand on dit traducteur du chinois, parce que alors là j'ai 3 livres sous les mains dont on va bien sûr parler. Ils sont 3 livres qui viennent de Taïwan. De quel chinois on parle? On parle du mandarin, on parle de... Est-ce que vous traduisez différentes langues chinoises ou différentes... Alors effectivement, on pourrait même dire traducteur des Chinois. Alors le chinois, ce qu'on appelle le chinois mandarin, c'est la langue qui est actuellement la langue nationale et officielle à la fois en République populaire de Chine, donc ce qu'on appelle la Chine continentale, et à Taïwan. En fait, c'est la même langue, mais avec des variations linguistiques assez fortes. Alors des variations, on va dire orthographiques, parce que c'est en Chine des sinogrammes simplifiés, à Taïwan des sinogrammes traditionnels, et concrètement c'est la même langue avec des variations. En revanche, il existe plein d'autres langues chinoises au pluriel qui appartiennent à une même famille de langues, la famille des langues chinoises ou des langues sinitiques, dans lesquelles on retrouve le cantonais, le shanghaïen, ce qu'on appelle le taïwanais, le sichuanais, voici et voilà. Ce sont d'autres langues, en fait, c'est pas uniquement des dialectes, c'est vraiment des langues qui diffèrent du mandarin. Pour ma part, moi, je traduis principalement du mandarin, qui est souvent la langue d'écriture, que ce soit à Taïwan ou en Chine, mais régulièrement, surtout dans le contexte taïwanais, on a la présence ou la coprésence d'autres langues, comme le taïwanais notamment, parfois le hakka aussi. Donc il faut savoir un peu piocher dans avoir en tout cas des compétences un peu plurilingues, même si la langue que je traduis principalement, celle que je parle le mieux, c'est le chinois mandarin. Alors c'est vrai qu'on a mentionné plusieurs fois Taïwan et d'ailleurs vous dirigez à l'Asiatech, donc la maison d'édition, une collection qui s'appelle Taïwan Fiction. Et alors je voulais vous demander aussi pourquoi se concentrer sur Taïwan. Donc, Taïwan c'est une petite île, pour les gens qui ne connaissent pas, à côté du géant chinois. Pourquoi la littérature taïwanaise en particulier? Alors, il faut remonter un petit peu aux origines de cette collection à l'Asiatech. C'était en 2015. Donc, l'éditeur Philippe Thiollier avait rencontré un chercheur qui est aussi un ami, qui s'appelle Stéphane Corcuff, et qui lui avait à l'époque proposé de publier un petit livre sur une expérience de terrain
il avait retrouvé une tablette aux ancêtres, et puis il y a toute une aventure autour de cette tablette aux ancêtres qui avait été retrouvée à Taïwan. Et c'était un moment, je pense, où on commençait à parler un peu davantage de Taïwan dans les médias, où on commençait non seulement à entendre davantage la voix de Taïwan, mais aussi à avoir envie de l'entendre. Et il s'avère que la littérature taïwanaise contemporaine, c'est une littérature qui est très vivante, très plurielle aussi. Ce qui peut-être parfois, par opposition à la littérature chinoise contemporaine, apparaît comme peut-être avec davantage de richesse, de nuances ou peut-être de caractère militant plus affirmé. Donc il y avait, je pense, ce moment où cette nécessité se faisait jour d'entendre davantage parler de Taïwan à travers ses voix individuelles et pas uniquement sur la scène géopolitique, parce que c'est souvent là où on entend parler de Taïwan, hein, c'est sur son rapport à la Chine, sur la question des semi-conducteurs, enfin, c'est des choses que j'imagine j'apprends à personne. Donc voilà, il y a une rencontre qui a découlé de cette connaissance faite entre Philippe Thiollier et Stéphane Corcuve, qui m'a recommandé auprès de l'éditeur. Et puis on est parti sur l'idée voilà, de créer une collection pour faire entendre les voix contemporaines à Taïwan, les écrivaines, les écrivains, qui non seulement parlent de Taïwan, mais aussi, et je pense que c'était une des choses qu'on avait envie de développer, qui s'emparent de thématiques un peu plus universelles, en tout cas qui peuvent aussi éveiller chez des lecteurs qui ne sont pas asiatiques, qui ne sont pas taïwanais, non seulement un désir d'ailleurs, mais aussi le fait de reconnaître que certaines thématiques sont partagées aujourd'hui. Et alors, j'avais entendu récemment que Taïwan devenait aussi, pour certains justement écrivains sinophones, un peu une sorte de refuge. Est-ce que c'est vrai ou donc c'est plus facile effectivement de publier à Taïwan qu'en Chine continentale? Oui, effectivement. Alors, avant, ce refuge ou c'est ce côté effectivement de repli pour un certain nombre, alors soit physiquement d'écrivaines et d'écrivains, soit pour publier des livres qui ne pourraient pas être publiés en Chine, ce constat était partagé à la fois par Hong Kong et Taïwan. Or, depuis 2019, la situation devient vraiment compliquée à Hong Kong pour la liberté d'expression et artistique en particulier. Et donc, beaucoup d'écrivains et d'écrivaines, à la fois chinois et hongkongais, qui étaient pas mal publiés à Hong Kong ces 20-30 dernières années, commencent à être publiés à Taïwan. C'est, étant donné ce qu'on évoquait tout à l'heure, le fait que la langue d'écriture est la même, malgré un certain nombre de variations, une manière aussi pour des écrivains chinois qui continuent à vivre en Chine, de pouvoir, malgré tout, voir leurs textes publiés, trouver une audience chez des lectrices, des lecteurs qui partagent la même langue. Oui, d'ailleurs, j'avais eu cette réflexion à propos d'un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu il y a 2 ans, je crois, c'est La traversée des sangliers. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, Doug Weixing, oui. Voilà, qui est un écrivain sinophone né en Malaisie, me semble-t-il. Tout à fait. Il y a une communauté d'écrivaines à Taïwan. Alors, c'est aussi une des spécificités de la scène littéraire à Taïwan, c'est sa diversité également ethnique. Et il y a effectivement toute une communauté d'écrivains. Il y a le roman Pluie qui avait été écrit par Kim Nam-Chiu, qui a eu le prix Guimet il y a quelques années. Zhang Guoxing avec La traversée des sangliers, qui sont en fait des personnes qui sont parties de la Malaisie quand ils étaient adolescents, qui effectivement ont trouvé à la fois refuge littéraire et aussi académique à Taïwan, qui écrivent aussi en langue chinoise avec des variations aussi locales et qui peuvent y être publiés sans aucune difficulté, ce qui serait plus compliqué dans leur lieu d'origine. Vous avez traduit une vingtaine de livres ou nouvelles, c'est ça, jusqu'à présent? Alors ça, c'est Babelio qui... Un certain nombre. Oui, c'est vrai que si on compte nouvelles livres, je sais pas, peut-être 30, 40 maintenant. Mais c'est jamais évident, parce que des fois, on publie dans des recueils collectifs. Voilà. Il faudra que je recompte ça un jour. Et alors, notamment, bien sûr, je voulais citer Le problème à 3 corps de Liu Cixin. Donc, ça, c'est chez Actes Sud, c'est reparu dans la collection Babelio. Parce que je pense que c'est peut-être le plus connu des livres, celui qui rencontre aujourd'hui le plus de succès ou de médiatisation. Non? Oui, c'est paru effectivement dans la collection Exofiction, puis en poche chez Babel. Le premier tome a été traduit en français en 2015. Oui, je pense que c'est pas compliqué. Ouais, c'est pas un grand risque de dire que c'est sans doute le livre que j'ai eu la chance de traduire qui s'est le plus vendu et dont on a le plus parlé. Voilà, c'était pour nous amener tout doucement vers les 3 livres que j'ai entre les mains. Et alors, si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on commence par mon coup de cœur, qui est celui de Wu Mingyi, et dont le titre est « Le magicien sur la passerelle ».
J'ai accroché, mais vraiment dès la première page. Alors, je vais vous dire pourquoi, c'est très très précis. Parce que dès la première page, il y a cette très courte notation qui nous dit: la frimousse innocente d'un enfant est l'un de ces mensonges concoctés par la vie pour donner le courage de survivre. Mais ça, je l'ai compris bien plus tard. Alors, juste cette petite phrase, là, ça m'a complètement accroché. Parce qu'on commençait donc à raconter plutôt une chronique. Hein. Alors, le point commun du Magicien sur la passerelle, c'est un marché de Taïwan dont vous allez nous parler. Un marché de Taïwan et un magicien qui justement fait ses tours de magie sur une passerelle, parce que c'est un marché un peu immense avec différents bâtiments dont deux d'entre eux sont reliés par une passerelle. Enfin bref, et j'ai adoré ce... Alors c'est à la fois un recueil de nouvelles, mais pour moi je l'ai lu comme un roman à part entière, parce que finalement le personnage, j'ai envie de dire, du marché est tellement présent, celui du magicien aussi récurrent, que pour moi c'était quasiment... bah oui, pour moi c'était un roman, j'ai suivi ça un peu comme un roman, même si effectivement à chaque fois, chaque nouvelle a un personnage différent et des histoires qui peuvent nous emmener loin. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, et d'ailleurs on mentionnait la traversée des sangliers, et on retrouve ça aussi dans ce roman, c'est le côté réalisme magique, là, comme le font très bien les écrivains d'Amérique du Sud. Et là, c'est vrai qu'on part, voilà, un peu, il y a des moments fantastiques. Voilà, j'aurais bien aimé que vous nous parliez un peu du magicien sur la passerelle et de Wu Mingyi, que je découvre, mais je pense que c'est quelqu'un qu'il faut suivre, faut lire. Alors là, c'est mon auteur un peu chouchou. J'ai même écrit ma thèse sur cet auteur, qui est pas très âgé. Il est né en 1971. Qui lui au départ a beaucoup écrit sur la nature. C'est un des papes, on va dire, du nature writing à Taïwan. Il est connu pour son engagement environnemental aussi. Et paradoxalement, ce roman ou ce recueil de nouvelles, effectivement, c'est des nouvelles qui partagent un certain nombre de points communs, ne serait-ce que dans les personnages, dans ce magicien qui est un peu central, qui apparaît de façon plus ou moins subtile dans le texte, avec ce marché qui est le lieu de leurs histoires, qui est un écrivain qui a grandi dans la capitale, à Taipei, au sein de ce marché. Donc l'écrivain raconte des histoires d'enfants dans ce marché, qui représente ce marché un petit peu le symbole du miracle économique taïwanais, entre guillemets, qui a eu lieu dans les années 60, des années 70 aux années 90. Pour celles et ceux en France qui sont de cette génération-là, vous avez tous le souvenir des Made in Taiwan, et qui correspondent en fait à un moment où, sous un régime très autoritaire, mais avec de l'aide américaine, l'économie taïwanaise se développe à une croissance exponentielle, et donc est créée en plein centre-ville de Taipei, la capitale, un marché dans lequel on importe beaucoup de produits étrangers, des produits électroniques, mais où vivent aussi les gens qui travaillent dans ce marché. C'est-à-dire qu'au premier étage, une partie du deuxième, vous avez les boutiques, et puis au troisième vivent les commerçantes et les commerçants du marché, qui souvent sont des gens issus des campagnes de Taïwan, qui viennent faire un peu fortune en ville. Et donc ce roman, ce recueil de nouvelles raconte des histoires de ces enfants qui ont vécu dans le marché. Ils sont tirés évidemment en partie d'une expérience véritable de l'auteur, mais avec, comme vous le disiez, une touche de réalisme magique. Et alors pour la petite anecdote, donc Mimi est un grand fan de Garcia Marquez par exemple, et puis je crois que le roman commence avec une exergue ou une citation de Garcia Marquez que je n'ai jamais réussi à retrouver, et je vais demander à l'auteur en disant mais vous êtes sûr que cette citation existe? Il m'a dit j'en suis certain, mais je sais plus où c'est. Alors j'ai retraduit Garcia Marquez depuis le chinois d'Omini, qui m'a affirmé être sûr d'avoir déjà lu. Mais voilà, mais je trouve que c'est assez rigolo parce que ça permet justement de créer une sorte de lien littéraire effectivement entre l'Amérique du Sud et un genre littéraire, une approche qui colle tout à fait à la situation de Taïwan. Oui, et moi justement, j'ai bien aimé, parce qu'on est à la fois dans quelque chose de très réaliste, avec on sent voilà, une expérience vécue certainement par l'auteur, ou en tout cas qui est très bien documentée dans chacune des nouvelles.
et voilà, et à chaque fois, on a cette petite échappée, on va dire, qui nous permet aussi justement d'échapper à un quotidien un peu triste. Enfin, il y a une nostalgie, je dirais, un peu qui coule à travers les différentes nouvelles. Il y a une nostalgie, je pense, qui est double en fait, parce qu'il y a la nostalgie de l'enfance, de façon évidente, d'un temps pas tout à fait innocent d'ailleurs. C'est ce que dit cette phrase que vous évoquiez tout à l'heure au début du récit, mais qu'une nostalgie de la magie de l'enfance malgré tout, y compris même dans les souffrances que peut vivre des enfants dans ce sorte de lieu confiné. Et puis une nostalgie aussi de ce marché, parce que il a été rasé au début des années 90, donc il a une existence très florissante, c'est un lieu incontournable de la capitale, mais de fait, il avait été construit un peu de briques et de broc, ça respectait pas vraiment les normes de sécurité, et donc en accompagnant un peu la démocratisation de Taïwan, on a aussi supprimé des endroits qui correspondaient plus à ce qu'on voulait de la ville. Et donc je pense que ce marché où vivaient les gens un petit peu presque une sorte de monde un peu autonome, suscite de la nostalgie aussi chez celles et ceux qui ont vécu. Et donc forcément, comme monde qui n'existe plus, il y a ce côté un peu monde des merveilles où tout était possible, et ce que permet d'aborder le réalisme magique. Oui, c'est vrai. Et là, quand vous m'en parlez, j'ai un moment eu parce qu'on ne sait pas trop quelle forme ça peut avoir, parce que voilà, moi je laisse courir mon imagination. Mais j'ai vu un peu parfois du Miyazaki là, un peu quelque chose un peu entre la tour de Babel et oui, notamment dans une nouvelle où on imagine que le marché peut monter jusqu'à 99 étages, me semble-t-il. Et donc c'est vrai que je voyais vraiment quelque chose d'assez organique, où les gens vivaient en communauté sans sortir du marché et en allant les uns chez les autres. Et un monde en soi, quoi. Enfin, un monde à travers la ville. C'est vrai que ça ressort souvent. Bon, je vous propose de passer au livre suivant. Je rappelle le titre, Le magicien sur la passerelle, Wu Mingyi. Je noterai tout ça de toute façon dans les commentaires qui accompagnent le podcast. Mais je vous propose de passer effectivement à la nouveauté. Alors là, c'est une nouveauté qui vient tout juste de sortir, me semble-t-il, en librairie, toujours chez l'Asiatech. Le titre en est « Ton temps hors d'atteinte ». Et alors c'est une autrice, là, c'est une femme, c'est ça? L'autrice, c'est qui est chinoise, qui n'est pas taïwanaise. Ah, chinoise, pardon. Qui vient de Chine, ouais. Xia Jia. Alors ça s'écrit Xia. J-I-A. Là, on a effectivement... C'est pareil, ça commence de manière... comme une histoire d'amour, en fait, au lycée. Non, d'ailleurs, quand ça commence, on n'est pas au lycée, on est même avant ça. On est une enfant qui tombe amoureuse d'un autre enfant, on va dire ça comme ça. Et puis, on va suivre cette histoire d'amour, effectivement, au lycée, puis ensuite à l'âge adulte de ces deux personnages. Et il y a une histoire de temps là qu'on n'arrive pas à synchroniser. Et ce qui est ce qui est très très fort, oui, effectivement, dans ce petit roman. Alors, c'est une grosse nouvelle ou un court roman. Novella, vous allez nous dire aussi ce que c'est qu'une novella, peut-être. C'est que c'est vraiment un temps biologique qu'on n'arrive pas à synchroniser. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont... Le garçon est rapide, mais la fille de l'histoire, elle est plutôt lente, pour résumer. Oui, c'est ça. Alors, il y a toute une réflexion. Le titre est d'ailleurs assez... je pense n'en révèle à la fois pas trop et en même temps donne un peu le cœur de ce qui est l'enjeu du récit, en fait. Ton temps hors d'attente. C'est une sorte de course-poursuite presque, effectivement, d'une histoire d'amour dans le temps qui n'arrive pas forcément à synchroniser. Donc c'est à la fois la relation amoureuse qui est pas tout à fait synchrone entre les deux personnages. Et puis, comme vous le dites, il y a aussi quelque chose de purement biologique pour le coup, où on a l'impression que cette différence de rythme, elle est à la fois métaphorique, mais elle l'est aussi presque de façon organique, où la protagoniste et le protagoniste n'arrivent qu'à de très très rares occasions, on nous explique un peu pourquoi à la fin, à se retrouver finalement en phase. Et donc il y a une réflexion qui
qui dépasse parfois un petit peu le côté réaliste du texte, mais qui est amené, je crois, avec une certaine subtilité. Parce qu'on est à la fois dans les métaphores de comment est-ce qu'on arrive à s'accorder en amour, mais aussi à s'accorder même de façon biologique. Je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que c'est vrai que c'est assez court et je ne voudrais pas divulgacher, comme on dit, ce qui va se passer et puis ce qu'elle va trouver pour rattraper un peu le temps rapide. Mais alors, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu dans ce roman et notamment aussi des petites citations de classiques du chinois, enfin de grands classiques. Et j'avais envie de lire, voilà, ça vient donc de la pièce Le Pavillon au pivoine, qu'effectivement, qu'on connaît sans connaître, bien sûr. Enfin, on connaît souvent le nom. Et là, page 63 de Ton temps hors d'atteinte, il y a une petite citation qui dit « Jadis, là où fleurissaient les couleurs du printemps, tout est aujourd'hui à l'abandon. Ton visage, beau comme les fleurs, s'est flétri, comme le temps qui passe, comme l'eau qui s'écoule. » Alors, je l'ai choisi parce qu'évidemment, il y avait cette histoire de temps qui passe avec la métaphore de l'eau, et c'est très joli, effectivement. Donc, mais c'est pas la seule fois, me semble-t-il, à plusieurs reprises, il y a des citations comme ça de classiques du chinois. L'autrice, est-ce que vous pouvez nous parler d'elle et de son travail? Oui, alors c'est une écrivaine qui est née en 1981, si je dis pas de bêtises, qui est souvent associée effectivement au genre de la science-fiction, aussi de la fantasy, et qui a ceci de particulier, même si la dimension science-fictionnelle de ce récit est vraiment très mince, mais qui a cette singularité de s'appuyer sur le folklore chinois traditionnel. Il y a une histoire qui a été publiée en français dans la revue Gentayou, qui parle par exemple de ces histoires qui est en fait une sorte de réécriture, c'est assez amusant, d'un grand récit un peu classique chinois autour de personnages de femmes fantômes qui viennent hanter les apprentis fonctionnaires, enfin les futurs candidats au concours mandarino, qui se laissent détourner un peu de la voie officielle par des femmes enfin qui sont un petit peu en train de les détourner du bon chemin. Et elle travaille beaucoup sur cette matière, c'est-à-dire qu'elle invente des histoires très contemporaines, avec des codes qui souvent sont empruntés à la science-fiction, à la fantasy, mais en essayant voilà, de connecter ce qu'il est possible de connecter avec des textes beaucoup plus anciens en Chine, qui malgré tout continuent à peupler aujourd'hui l'imaginaire des Chinois. Alors vous disiez très justement que le pavillon pivoine, par exemple, on en a déjà entendu parler, on l'a pas forcément lu. En fait, c'est un peu le cas aussi pour les Chinois, qui n'ont pas forcément lu le texte dans son intégralité, mais pour lesquels l'histoire, peut-être certaines phrases, certains motifs résistent encore, sont encore là. Et donc, elle joue pas mal là-dessus, c'est-à-dire en essayant de faire une sorte de mélange un peu hybride entre ce qui appartient à l'imaginaire collectif, traditionnel, et en faisant des récits plus contemporains. Donc, j'invite à nouveau vivement nos auditrices et nos auditeurs à lire Ton temps hors d'atteinte, Xia Jia. Troisième ouvrage de cette sélection. Alors là, on retourne à Taïwan. Et c'est un ouvrage, alors là, on retourne aussi dans le temps parce qu'en fait, il est sorti en 2015 à l'Asiatech. Je crois qu'il était sorti 10 ans avant, non, même plus. Oui, je crois qu'il date de 1995, ça paraît 95, oui. Original. Ouais. Donc, 20 ans avant à Taïwan. Mais il est toujours d'actualité, c'est extraordinaire. Enfin, moi, je l'ai lu voilà, comme s'il était sorti hier. Pour moi, c'était une découverte, donc peu importe sa date de sortie. Et le titre en est donc Membrane, et son auteur s'appelle Chi Tai-wei. Alors là, très, très original, puisque non seulement on est dans la science-fiction, mais aussi on est dans la littérature dite queer. Alors,
et même dans ce qu'on pourrait qualifier d'une science-fiction queer. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer qu'est-ce que ça, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est une bonne question, parce que c'est jamais facile de définir ce qu'est queer, parce que précisément, c'est un concept qui interroge la définition même de l'identité ou du binaire. Ce qu'on peut généralement regrouper sous l'idée de queer, c'est précisément alors pour une littérature queer, une littérature qui réfléchit à la question de la correspondance ou pas de l'organique et du social, c'est-à-dire entre la différence entre le sexe biologique et le genre, par exemple. Et donc, dans les années 90, Ida Wake est un militant pour la cause et la défense des droits des minorités sexuelles, LGBTQ+, de l'époque. Il est très jeune quand il écrit ce roman. Je pense qu'il doit avoir un peu plus de 20 ans, 23, 24 ans. Il fait une partie de ses études aux États-Unis. Et il décide de choisir ce genre-là, la science-fiction, ce qui n'est pas quelque chose de très naturel en fait à l'époque pour les militantes et les militants de la cause LGBT à Taïwan, pour précisément interroger nos identités. Alors je pense à la fois celle d'être taïwanais, qu'est-ce que ça signifie, et puis aussi qu'est-ce que ça signifie d'être un homme, qu'est-ce que ça signifie d'être une femme dans la société taïwanaise dans les années 90, mais il situe son récit dans un futur relativement lointain. Et c'est pour ça que ça nous parle aussi toujours. Je pense qu'un certain nombre de questions qui sont abordées dans le récit, de façon assez intelligente, je crois, et assez vraiment contemporaine. Pour le coup, vous avez raison, ça a été écrit il y a 30 ans, mais on a l'impression que vraiment on fait écho à des débats très contemporains, et qui sont abordés à la fois avec une sorte de détour un peu taïwanais, donc un ensemble de choses qui renvoient à l'histoire de Taïwan, et en même temps à quelque chose de très universel. Nous, c'était avec ce roman-là qu'on avait choisi de lancer notre collection. Parce qu'on disait, on va essayer de surprendre un petit peu, on veut proposer un récit original, taïwanais certes, mais dont la valeur ne se résume pas au simple fait qu'il a été écrit par un Taïwanais à Taïwan, mais qui peut aussi faire écho à nos existences contemporaines. Une membrane, une membrane. C'est l'impression que lui donnait le monde. Momo avait 30 ans, elle avait toujours considéré qu'il existait une membrane entre elle et le monde. En tout cas, au moins une enveloppe. Elle ne parlait pas bien sûr de cette membrane qu'on plaçait au-dessus de la peau et qu'elle utilisait dans son travail. Non mais qu'une membrane invisible, comme celle d'une puce d'eau dans sa carapace translucide nageant seule en plein milieu de l'océan. Un océan d'océan. Que lui donnait le monde. Momo avait 30 ans et elle avait toujours considéré qu'il existait une membrane entre elle et le monde. En tout cas, au moins une enveloppe. Elle ne parlait pas bien sûr de cette membrane qu'on plaçait au-dessus de la peau et qu'elle utilisait dans son travail. Non mais d'une membrane invisible, comme celle d'une puce d'eau dans sa carapace translucide nageant seule en plein milieu de l'océan. Une membrane. Oui, ça pourrait se passer vraiment n'importe où pour le coup. Et c'est vrai que donc c'est dans un monde d'après l'apocalypse, on aurait tout à griller quoi, à la surface. Donc, Alors, ce qui est très drôle, c'est que c'est un roman des années 90. Donc, en termes terminologiques, il y a des fois des choses assez amusantes. Aujourd'hui, on parle évidemment davantage du changement ou du réchauffement climatique, ce n'était pas forcément un terme très utilisé dans les années 90, où le danger, c'était les trous dans la couche d'ozone. Oui. Alors, de fait, les choses se sont plus ou moins résorbées du côté de la couche d'ozone, mais les enjeux sont un peu différents, de façon d'en parler diffère.
ce qui permet de marquer un petit peu son époque, mais en réalité, c'est très actuel parce qu'on fait face à des problématiques très similaires et ça n'a évidemment pas changé du tout au tout en 30 ans. Oui, c'est vraiment très, très marquant de ce côté-là. Moi, je m'étais fait la réflexion effectivement sur la couche d'ozone. Mais et ce qui m'a vraiment tenu, là, enfin, où je l'ai lu quasiment en une soirée, enfin, ou presque, c'est justement de comprendre parce que alors, on suit le cheminement, enfin, la vie d'une esthéticienne, parce que bon, dans cette société-là, dans ces temps-là, les esthéticiens et les esthéticiennes occupent une place un peu très spéciale dans la société et sont valorisés. Et bref, on suit son parcours. Mais ce qui nous est dit dès la toute première page, c'est qu'elle a toujours le sentiment qu'entre elle et le monde, enfin son monde sous-marin, là, elle n'est pas en contact direct avec le monde, et d'avoir toujours entre elle et le monde une sorte de membrane. Voilà, c'est la manière qu'elle a d'exprimer ça. Et on va comprendre pourquoi, bien sûr, vers la fin du livre, donc je ne vais pas en dire plus, et laisser les gens découvrir qu'est-ce qui fait la spécificité de cette personne. Mais c'est vraiment, enfin, j'ai trouvé qu'à la fois dans la construction du monde et dans ce suspense finalement qui est distillé petit à petit, et on nous donne des éléments vraiment au fil de l'eau, c'est très très bien tenu aussi et très très intéressant jusqu'au bout, quoi, où on a enfin l'explication. Pour l'anecdote, c'est un roman, donc on l'a dit, qui a été écrit il y a déjà un certain temps. Tidaway s'était arrêté d'écrire pendant plusieurs années, en fait, pendant presque 20 ans entre cette publication en langue chinoise et la traduction en langue française. Puis il a été traduit après le français dans plein d'autres langues, et là il est de retour un petit peu à l'écriture, ça lui a donné envie de réécrire. Et il m'a envoyé il y a pas longtemps un texte, un nouveau texte, hein, ça fait longtemps qu'il n'avait pas écrit de texte littéraire, qui revient un peu aux origines de Membrane. C'est un texte qui va se situer dans le monde de Membrane. Il va reprendre cette idée de la métaphore de Membrane, mais il va l'associer avec une nouvelle interface, on va dire, entre nous ou nos corps et le monde, qui est celui de la technologie, par exemple, ou du smartphone. Donc, il va essayer peut-être d'actualiser aussi, enfin, dans ce texte, c'est ce qu'il essaie de faire, notre rapport corporel, charnel au monde extérieur avec d'autres types de membranes. Et c'est intéressant de voir que, en situant cette histoire un peu dans le même monde, c'est encore inédit en français puis inédit en chinois, mais je pense que ça sera bientôt publié, qu'il y a cette exploration de qu'est-ce qui finalement fait le lien et qu'est-ce qui s'insère entre nous et le monde. Très bien, on a hâte de lire Membrane 2. Donc là, on a évoqué quelques ouvrages. Est-ce que vous auriez encore, je sais pas, un ou deux conseils de lecture pour découvrir cette littérature taïwanaise ou chinoise de science-fiction ou autre? Est-ce que vous auriez un ou deux conseils? Je peux peut-être parler, comme on a parlé des ouvrages de l'Asiathèque, parler de deux. Alors, une sortie toute récente, vraiment, je crois que ça sort dans quelques jours. C'est une nouvelle collection qu'on lance à l'Asiathèque. On aime bien fonctionner par collection parce que ça nous permet de créer des identités visuelles, peut-être des effets d'attente, qui s'appelle l'abécédaire de l'imaginaire. Alors le principe, c'est d'essayer de travailler sur des petits recueils de trois textes fictionnels. Alors le premier recueil s'intitule donc A, parce que c'est un abécédaire, et le terme utilisé c'est arborescence. Et donc le principe de cette collection, c'est de publier la traduction d'un texte chinois, alors plutôt de science-fiction ici, auquel vont répondre en l'occurrence deux écrivaines européennes, une écrivaine française, Lu Van, une écrivaine allemande, Aiki Mira, qui est un peu en écho de ce premier texte chinois, vont écrire un texte qui va lui répondre, qui va dialoguer avec lui, un petit peu sur le thème aussi. Donc voilà, un petit recueil, mais qui est très chouette. Arborescence, où vous aurez 3 nouvelles inédites en français, d'une autrice chinoise et de 2 autrices européennes, une francophone et une allemande. Donc ça va sortir dans les prochains jours. Et puis peut-être un mot sur
la dernière parution dans notre collection Taïwan Fiction. Alors cette fois-ci, c'est traduit par Coraline Jortet. C'est un roman qui s'appelle Le banquet aphrodisiaque de Liang. Et alors c'est très amusant. C'est-à-dire qu'on connaît aussi peut-être Taïwan aujourd'hui pour sa gastronomie, notamment sa street food. Je pense que plein de gens ont déjà goûté les thés aux perles, enfin les bubble tea. Et donc c'est un roman qui raconte l'histoire de Taïwan, son histoire politique, à travers la gastronomie, à travers peut-être la consommation de viande animale sauvage au départ, et puis petit à petit ça va nous emmener faire des histoires politiques sur le banquet, par exemple, organisé pour le président Chiang Kai-shek, jusqu'à effectivement le thé aux perles, jusqu'au au fait que l'autrice devienne végétarienne. Enfin voilà, c'est une sorte d'histoire politique de Taïwan, mais à travers un sujet un peu original, qui est celui de la gastronomie. Voilà, ça s'appelle Le banquet aphrodisiaque, et de fait, il y a des passages un peu aussi érotico-aphrodisiaques, assez amusants. Ça fait envie. Accompagné d'un bubble tea ou non, alors. Voilà, d'un bubble tea ou d'un bon whisky taïwanais, ou de ce qu'on peut en réalité. Taïwan étant un lieu cosmopolite, on peut tout se permettre. Je vous remercie beaucoup, Gwenaël Gaffry. Je rappelle donc le titre des 3 ouvrages dont on vient de parler: Le magicien sur la passerelle, Ton temps hors d'atteinte et Membrane. Je mettrai toutes les références dans le texte du podcast. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.